Alors bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis avec Arbia de vous accueillir sur ce webinaire aujourd'hui sur l'inflation et le pouvoir d'achat. Donc comment les entreprises peuvent-elles accompagner leurs salariés? Donc moi c'est Tiffany Gallier, je suis en charge du conseil chez Great Place to Work France et je suis accompagnée d'Arbia, donc CEO de Rosalie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, pour juste faire un tout petit point sur nos différentes structures et pourquoi il nous semblait intéressant de faire ce webinaire ensemble. Donc, chez Great Place to Work, nous, on a une mission qui est celle-ci, c'est de construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Places to Work pour tous. Donc, pour ce faire, on travaille sur deux grands sujets. L'expérience collaborateur, donc définir les objectifs, le diagnostic, des analyses et des plans d'action. Et même chose sur la marque employeur interne ou externe. Et donc, ces sujets-là sont forcément impactés, on le verra ensemble, mais par les sujets d'inflation et de pouvoir d'achat. Et effectivement, pour Rosalie, donc je ne sais pas, Herbia, si tu veux dire un mot. Oui, avec plaisir. Donc Rosalie, en fait, ça se présente comme la solution complète de santé financière en France et en Europe pour les collaborateurs offerts par leur entreprise. Et donc, on essaie de couvrir tout ce qui peut concerner le bien-être financier des salariés, allant de la flexibilité, l'urgence financière avec le salaire à la demande, le bouclier anti-découvert, jusqu'à justement les accompagner vers une gestion saine de leur argent avec tout un dispositif d'éducation financière, justement pour leur apprendre ou espérer en tout cas que les gens aient une santé financière meilleure. Effectivement. Et donc, c'était très important pour Rosalie et Great Place to Work de faire ce webinaire ensemble, puisqu'effectivement, tous les sujets sur lesquels se mobilise Rosalie sont tout à fait en lien avec les nôtres. La première chose sur laquelle on avait envie d'axer notre présentation aujourd'hui, c'est de vous expliquer finalement que le bien-être financier est vraiment au cœur de l'expérience collaborateur. Donc le bien-être financier, c'est quoi? Ça va dépendre de la rémunération, mais pas que. On va avoir d'autres vecteurs qui vont jouer, notamment savoir gérer son budget au quotidien, disposer d'une épargne de précaution pour faire face aux imprévus, avoir une culture financière suffisante et avoir la capacité de gérer et optimiser son épargne sur le long terme. Donc on voit que c'est un petit peu plus complexe que uniquement une question de rémunération. Autre notion qui peut être intéressante d'avoir en tête, c'est ce qui s'appelle le niveau de vie arbitrable, c'est-à-dire le revenu du salarié qui est pondéré par la consommation de son ménage. Donc que vous soyez seul, en couple, avec des enfants. Et en fait, c'est ce qui reste après paiement des charges. Donc en fait, c'est intéressant de se dire qu'il faut regarder certes ce que vous touchez, mais aussi ce que vous payez. Et finalement, c'est vraiment ce différentiel-là qui va déterminer votre niveau de vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'en parle chez Great Place to Work? Parce que ça fait totalement partie de l'expérience collaborateur. Peut-être un petit point de définition, mais l'expérience collaborateur, ça va être vraiment l'ensemble des perceptions que ressent le collaborateur au sein de son organisation tout au long de son parcours professionnel, de l'accueil jusqu'à la sortie. Et effectivement, vous voyez qu'il y a 3 types d'expériences dans cette grande expérience collaborateur: l'émotionnel, la relationnelle, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le fonctionnel. Et parce que dans le fonctionnel, ça va être notamment répondre à la question: est-ce que ma rémunération me paraît suffisante? Étant donné de ce qu'on vient de se dire, ça va même être un tout petit peu plus large que la rémunération, mais vous voyez que ça reste un sujet qui est quand même fort et ancré dans ce qu'est l'expérience collaborateur. D'ailleurs, c'est aussi le cas quand on parle de marque employeur. Donc la marque employeur, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'ensemble des avantages que vous allez, à titre d'entreprise, être identifiés. Donc, on va avoir des avantages fonctionnels, des avantages économiques et des avantages psychologiques. Ce qui est intéressant, c'est que travailler sur le bien-être financier, ça va permettre de travailler et de faire valoir votre marque employeur naturellement sur les avantages économiques, financiers, mais aussi psychologiques, parce que vous allez pouvoir donner à vos collaborateurs finalement un contrôle sur leur vie via donc un bien-être financier qui est vraiment bien travaillé par l'entreprise, par les RH, par les managers et parfois, on va voir aussi par les collaborateurs eux-mêmes. Et donc, quelques chiffres. Si je me permets juste d'ajouter en fait quelque chose.
Ouais, d'ajouter quelque chose. En fait, il y a des études scientifiques justement qui montrent que les gens, en tout cas les collaborateurs, passent parfois entre 6 à 7 heures par semaine de leur temps de travail à réfléchir sur leurs problèmes d'argent. Et ça, c'est un gros problème en fait. Donc, on voit en fait le poids assez important du stress financier sur justement la productivité dans l'entreprise. Et donc, si on améliore justement ou on donne même une petite solution en fait, qu'on lève une part de cette anxiété financière dans les entreprises, bah justement, on touche tout à fait, et directement en fait la productivité de la boîte et donc l'engagement des salariés et donc la marque employeur et donc la politique sociale de l'entreprise, etc. Donc on ne parle pas que de la santé financière des salariés parce qu'elle est bonne pour les salariés, mais parce qu'elle est aussi et intéressante et importante pour la productivité et le ROI en tout cas des entreprises. Donc ce qui rejoint exactement ce que vous dites, Tiffany. Oui, tout à fait aligné. Et effectivement, on voit aussi que c'est quand même un sujet sur lesquels les RH ont bien un œil. Effectivement, 40% des DRH français ont identifié la maîtrise de l'inflation comme l'une de leurs priorités, selon donc le baromètre que vous voyez. La source est en bas de la slide, donc ce sont des données de 2023. Et donc, ça fait quand même une partie. Alors, on pourrait s'attendre peut-être à davantage de DRH, mais au moins 40%, ce qui n'est pas négligeable. Et 74% des DRH considèrent la gestion du salaire de base comme un enjeu prioritaire. C'était plus 12 par rapport au dernier baromètre des DRH. Et 33% sur les avantages sociaux, donc les voitures, tickets restaurants, etc. Donc, pas que la gestion du salaire de base. Et là aussi, on a une augmentation par rapport au dernier baromètre. Donc, on voit, il y a quand même des choses qui se passent aussi côté DRH pour se saisir de ce sujet. Alors également, on souhaitait vous partager quelques Justement, en chiffres. fait, Ouais, il y a pardon, un décalage. En fait, je disais, justement, il y a un contexte inflationniste de dingue qui s'accentue de plus en plus. Donc, surtout depuis le Covid, en fait, on le voit. Et là, je pense que tout le monde suit complètement l'actualité politique, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, de toutes les façons, le sujet de la rémunération, le sujet de l'augmentation du salaire, le sujet justement de ce virage qui va arriver et que de toutes les façons, il faut que les DRH, en fait, s'en prennent le plus vite possible. Il va être en fait au cœur pardon, des sujets de tous les Français, malheureusement à partir de maintenant, quoi. Et on va en parler énormément avec ce qui va se passer clairement dans la scène politique à partir de septembre. Donc, la santé financière doit être un pilier et une verticale justement aussi importante et aussi obligatoire que la santé physique, la santé mentale dont on parle là depuis maintenant des années, mais pas simplement parce qu'elle est complémentaire, elle doit être obligatoire et elle l'est déjà dans énormément de pays qui sont beaucoup plus matures sur ce sujet, comme aux États-Unis, en Angleterre, le Canada, où justement la santé financière est un score en fait, comme le NPS en fait chez nous, pris en compte en fait par les DRH et les entreprises là-bas, scorer la santé financière de leurs salariés et corréler en fait avec presque le score en fait de santé financière de l'entreprise. Très intéressant. Mais effectivement, si forcément on a des mieux-disants dans d'autres pays, mais et il y a encore du travail en France. Je peux que rejoindre tes propos, notamment on a chez Great Place to Work la chance de faire une enquête auprès d'un échantillon représentatif de salariés français tous les ans. Et donc voilà un petit peu sur ces sujets-là ce que l'on peut vous partager. Notamment le fait que, alors, 43% des salariés français se sentent rémunérés à leur juste valeur. Donc pour nous, on se dit que c'est un bon score quand on atteint 65%. Donc on a encore un peu de marge. Hein. Donc 43% sur les salariés français au niveau de leur rémunération et 39% déclarent que le partage des bénéfices est équitable dans leur entreprise. Donc ce qui est aussi assez bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces deux scores qui sont en valeur absolue assez bas, il y a très peu ou pas d'évolution entre 2023 et 2024, ce qui nous a surpris puisqu'on pensait que ça allait vraiment se dégrader à cause du contexte. Donc, alors même si ce n'est pas faramineux, mais on peut se dire qu'il y a quand même eu peut-être quelques dispositifs qui ont été mis en place pour éviter un décrochage complet. Ce qui est intéressant aussi, donc vous voyez, c'est l'évolution d'année en année. Donc, je vous ai dit entre 2024 et 2023, mais quand on voit ça fait depuis au moins 2020 qu'on fait cette enquête, vous voyez qu'il y a vraiment, on n'a jamais été sur des scores très très importants, voire même en fait ça stagne depuis 2021. Il y a eu une vraie augmentation entre 2020 et 2021, mais ça, voilà, c'était il y a un certain temps maintenant. Donc, on a vraiment une marge de progression, mais qui est vraiment très lente. On sent que il y a des grosses difficultés à se saisir de ce sujet.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle là de salariés français, mais en fait, la perception, elle est quand même différente selon le statut managérial. Là, vous voyez sur les différents scores, donc vous voyez les deux questions. Première question sur la rémunération, la deuxième sur le partage des bénéfices. Et vous avez différentes couleurs, différents scores. Donc le rouge, c'est la moyenne des salariés français en prenant l'ensemble des participants, managers comme non managers. Et ensuite, on a fait le split entre ceux qui étaient au comité de direction, les managers intermédiaires, de proximité et les non-managers. Et on voit qu'effectivement, on a un sujet d'alignement, de réalignement entre la perception de l'équité des comités de direction et des managers et la perception de l'équité en fonction des collaborateurs. Donc là aussi, il y a une vraie sensibilisation au plus haut niveau des organisations sur le fait qu'il y a ce sentiment d'inéquité. À remarquer quand même que sur le partage des bénéfices, les managers de proximité ne sont pas très très hauts non plus. Hein, on est quasiment sur les scores des collaborateurs. Et si on prend nos scores de 65% à partir duquel on considère que c'est un bon score, même les comités de direction ne sont pas non plus vraiment sur un firmament. Mais ça nous semblait important de noter quand même cette différence entre statut, en fonction du statut managérial. Et on voit, quand on regarde les non-managers et les managers, donc dans les managers, on a inclus toutes les strates managériales. On voit que d'année en année, ça a toujours été, les managers ont toujours eu une meilleure perception, mais que ça stagne aussi de leur côté. Donc voilà, on a quand même si par statut managérial, quelque chose d'un petit peu plus positif quand on est manager, ça reste quand même très lent à progresser, et il y a un vrai sujet aussi d'embarquer cette population. Autre chose aussi, on parle du statut managérial. Oui. Pardon, il y a toujours un décalage entre nous. Non, en fait, c'était très intéressant. Je voulais juste rebondir parce que chez nous, c'est très important. Pareil, en fait, on distingue bien en fait les cols bleus des cols blonds. Hein, je les appelle comme ça parce que c'est vraiment la terminologie utilisée en tout cas dans notre secteur. Et clairement, la perception en fait est très différente. Mais pourquoi ? Parce que les cols bleus, et j'insiste, les cols bleus, malheureusement, c'est quand même 80% de la population. Hein. C'est une grande partie de la population. C'est tous les ouvriers, c'est tous les gens qui touchent à peu près moins de 2 000 € net par mois. C'est les ouvriers, c'est les caissiers dans les supermarchés, c'est les gens en fait qu'on voit en première ligne, on va dire, et les salariés en fait de terrain. Et ces gens-là qui sont la majorité de la sont en dessous en fait du living wage. C'est la réalité. Hein. Aujourd'hui, le salaire médian en France, il est à peu près de 1 700 €. Le living wage, en fait, par exemple à Paris, il est autour de 2 200 €. Il y a quand même 500 € en fait d'écart qui est très très importante. Et c'est pour ça en fait qu'on parle de fin de mois difficile. C'est pour ça que vous entendez parler justement de cette galère importante, en tout cas de la majorité de la population, pour rattraper et arriver justement à ce mois. Et c'est pour ça qu'on se retrouve en fait avec un chiffre qui me choque toujours. Un Français quand même sur 4 ou 5, je me rappelle pas, qui justement vit à découvert toute l'année. C'est-à-dire qu'il sort jamais du rouge. Et ça, en fait, quand on entend ça, on comprend en fait cet écart important parce qu'on est toujours en fait en train de, dès qu'en fait on reçoit son salaire, hop, on paye le loyer, les charges fixes, etc. Il reste rien en fait sur le compte bancaire. Et d'ailleurs, les dernières études montraient quand ils ont fait le calcul qu'il reste en fait moins de 100 € sur le compte bancaire en fait des salariés à partir du 10 du mois. Donc les fins de mois difficiles, c'est un vrai sujet en fait qu'on n'entend pas parler juste parce que on le voit avec les gilets jaunes en fait fin 2019. C'est un sujet en fait qui revient tout le temps et qui est problématique et qu'il faut justement prendre en compte si justement les entreprises veulent aller de l'avant et surtout veulent prendre ce virage et veulent justement changer cette perception-là. Mais clairement, avec vous, Tiffaine, on va voir que la rémunération, le package en tout cas de rémunération dépasse largement le simple salaire. Il va au-delà de ça et pas que pour les managers parce qu'on a l'habitude de voir les bénéfices en tout cas, les bénéfices ou les avantages en tout cas salariés, plutôt concentré en tout cas sur les cadres, alors que c'est pas vrai. Aujourd'hui, en fait, on voit ce package de rémunération, en tout cas, aller beaucoup plus loin pour inclure tous les salariés en fait d'une entreprise, sachant encore une fois que les salariés de terrain en général constituent la majorité des salariés de n'importe quelle entreprise, même les CAC 40. Donc, c'est pour juste rejoindre vos propos.
Oui, tout à fait. Et effectivement, pour rajouter un petit peu d'eau au moulin, ces derniers chiffres de l'enquête, de notre enquête Great Insight, donc 45% des cadres et professions intellectuelles supérieures considèrent le partage des bénéfices de leur entreprise comme équitable, et seulement 39% des ouvriers agriculteurs exploitants et 36% des employés. Donc là, on sent vraiment qu'il y a, même si, encore une fois, le 45% n'est pas faramineux, mais il est quand même bien plus élevé que les deux autres scores. À prendre aussi en considération le fait que sur la partie cadre, sur cette population cadre, il y a une culture aussi de l'entretien individuel et de la demande d'augmentation individuelle, qui est moins l'objet finalement d'accords de branche, etc. Donc qui peut aussi jouer dans la difficulté de se sortir de ces sujets. Mais cela étant, on va quand même venir avec un certain nombre de solutions avec Arbia. Alors peut-être Arbia, sur la partie enjeu aussi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi par secteur ce que tu peux observer? Oui, bien sûr. Alors, les enjeux, si on parle vraiment des enjeux sur la santé financière sont quand même assez importants. Nous, on est parti vraiment déjà même sans secteur ou autre, on est parti vraiment de l'âge, une grosse problématique parce qu'il y a un tsunami générationnel en fait qui arrive aujourd'hui. Il faut savoir que 75% en tout cas des actifs en 2030, qui est demain, sera constitué en tout cas que de la génération Y et Z. Donc, la génération X, elle est plus forcément concernée. Et là, pour le coup, il faut absolument prendre ce tsunami générationnel comme un virage très important à prendre pour toutes les entreprises le plus vite possible pour les attirer, les engager, etc. Parce que les grands enjeux RH dont on entend parler depuis en tout cas des années et surtout en fait dernièrement, c'est clairement l'attractivité et l'engagement des salariés et le turnover et l'absentéisme qui atteignent en fait des records assez importants depuis justement le Covid et par secteur, quoi. Donc que ce soit dans la restauration, que ce soit justement dans le service à la personne, que ce soit dans la construction, l'industrie, le retail, grosse problématique en fait parce que aujourd'hui c'est plus difficile de trouver même un vendeur en fait qui accepte de travailler le dimanche dans une boutique que un développeur ou un data analyst il y a quelques années où c'était vraiment le grand enjeu d'attirer en tout cas des cadres et des développeurs et des gens tech, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de trouver un serveur pour un restaurant ou un vendeur que justement cette population-là. Donc oui, il y a vraiment un enjeu pour prendre ce tsunami générationnel le plus vite possible et surtout répondre à cette problématique des centaines de milliers justement de postes qui sont à pourvoir dans les différents secteurs. Et nous, justement, avec Rosalie, c'est vrai qu'on a commencé beaucoup à se concentrer sur justement ces secteurs-là, parce que c'est des secteurs en fait de col bleu, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, de salariés de terrain, et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur tout ce qui est transport, logistique, service à la personne, intérim, restauration, retail, etc. Mais il faut savoir que quand on sert de toutes les façons la santé financière des salariés dans une entreprise, on peut pas offrir justement un bénéfice salarial qu'à une partie des salariés, c'est pour tout le monde. Et donc, on touche aussi les cadres dans le siège social. Et c'est là où vraiment on se retrouve avec une surprise parce que les RH découvrent que même s'ils ont mis en place un bénéfice salarial en pensant en fait que ça serait utilisé par justement cette population-là dans leur entreprise, ils voient justement que ça touche tout le monde. Et donc, quand on arrive justement encore une fois à ces statistiques au niveau français qui disent un Français sur deux aujourd'hui recourt systématiquement aux découvertes bancaires, les prêts à la consommation chaque mois, etc. En fait, on pense systématiquement à col bleu ou ouvrier, alors que c'est pas vrai. En fait, ça concerne absolument tout le monde. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils découvrent que même les gens au siège, les cadres, sont exactement touchés par la même chose et que, en fait, il faut absolument leur offrir, en fait, une alternative plus éthique, plus responsable et peut-être même gratuite aux banques et à ces alternatives qui, justement, rentrent les gens systématiquement dans un cercle d'endettement où ils n'en sortent pas, clairement, parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives à ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on vient justement s'occuper de ça, en quelque sorte, en venant d'abord dire que il y a certainement en fait d'autres choses à faire, d'autres alternatives en fait à apporter qui soient plus éthiques que ce qui existe, parce qu'elle sera gratuite en fait pour les gens et qui leur permet justement de gérer cette urgence financière qui rentre les gens justement dans ce cercle d'endettement. C'est pour ça qu'on vient avec vraiment ce dispositif de salaire à la demande. Si vous me permettez, Tiffaine, du coup, je peux, oui, on en parler prend un peu d'avance. rapidement.
OK, super. Clairement parce que ça me permet en fait de rentrer dans cette partie et expliquer en fait pourquoi en fait et comment on fait ça. Donc on vient justement, apporter, ce qu'on appelle le de la flexibilité et la flexibilité qui est justement le maître mot, dont on entend parler de cette nouvelle génération, depuis à peu près le Covid. On parle de flexibilité dans le temps de travail, dans, le lieu de travail, mais la flexibilité de la rémunération, c'est quelque chose en fait qui est déjà là. Par exemple, on prend les États-Unis, ils sont payés aujourd'hui à la semaine, à la quinzaine. Pareil en Angleterre, pareil au Canada. Donc pas mal de pays en fait qui commencent à se dire, bah oui, il y a en fait tout à la demande et c'est très très important. Comment donner le pouvoir en fait aux gens de tout gérer eux-mêmes leur salaire, de tout gérer eux-mêmes en fait leur rythme, de tout gérer leur gestion en tout cas d'argent pour justement répondre en tout cas à ces enjeux en tout cas de santé financière. Et donc ça commence d'abord par le salaire. Pourquoi? Parce que la rémunération et le salaire, bah, c'est enfin comment dire, oui je sais que l'argent est un tabou malheureusement, et c'est quelque chose en fait qui est en train de changer, mais l'argent reste en fait la source de tout, de tous les maux comme tous les problèmes et toutes les solutions. Et donc si on ne vient pas justement trouver une solution à l'origine qui est vraiment le salaire ou le revenu en tout cas de la personne, bah, c'est très compliqué en fait de venir simplement avec des pansements derrière, comme ce qui se passe en fait sur le marché aujourd'hui, pour régler ça parce que ça serait trop tard. Peut-être, Arbia, on peut peut-être ouais. justement, avant de rentrer dans les solutions vraiment sur le salaire, de parler justement de cette communication autour des dispositifs, puisqu'effectivement, on se rend compte quand même, il y a dans beaucoup d'entreprises, on a quand même des choses qui existent, mais qui sont très très peu connues. Ouais. En fait, on a vraiment, au-delà de cette rémunération qui est vraiment certes au cœur, mais un déficit juste d'éducation financière qui est quand même assez forte. Et c'est vrai qu'en plus, on va avoir un contexte légal qui va être assez exigeant. Je ne sais pas si vous le savez, mais les États membres de l'Union européenne ont jusqu'à juin 2027 pour appliquer un ensemble d'obligations, notamment l'obligation d'afficher les éléments de rémunération sur les offres d'emploi avec des fourchettes de salaire, des interdictions aussi de demander le salaire actuel et l'historique de salaire du candidat pour éviter justement de pénaliser les candidats qui avaient jusqu'ici des bas salaires. Aussi un reporting annuel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est surtout sur les salaires femmes-hommes, et surtout le droit à l'information des salariés, où en fait on doit leur donner des éléments de comparaison pour leur niveau de travail par rapport à l'extérieur, et l'entreprise sera obligée de rappeler aux collaborateurs que ce droit existe. Donc, on a vraiment un sujet de pédagogie, de communication autour de ces sujets. Notamment, nous avons, il y a une enquête qui a été menée en interne par Figures, qui est une structure donc, qui travaille sur ces sujets auprès de leurs clients. Et en fait, ils déterminent un certain nombre de niveaux, alors qui sont assez empiriques, hein, mais de dispositifs de transparence. Alors, au niveau 0, il n'y a aucune transparence et a priori, pour eux, ça représente 10% de leurs entreprises clientes. Niveau 1, ça va être une communication sur la politique de rémunération. Niveau 2, on va avoir la communication sur la grille de salaire. Et niveau 3, communication sur les salaires individuels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Virgile, donc, qui est le CEO de cette structure, soulignait quand même très justement que être au niveau 2, ça peut tout à fait suffire en fonction de la culture de l'entreprise. Mais le tout, c'est d'éviter d'être au niveau 0, puisqu'effectivement, à ce moment-là, on perd vraiment en qualité d'information pour les collaborateurs. Alors, quelques bonnes pratiques peut-être à vous partager sur ce sujet. On a notamment Utopie, donc, qui est une entreprise du secteur du conseil avec laquelle forcément nous travaillons puisqu'elle est best workplaces. Eh bien, il y a eu une rédaction d'une grille de salaire pour tous les grades et cette grille de salaire est d'ailleurs publiée sur leur site internet. Chez Decathlon, qu'on ne présente plus, ils ont mis en place un BSI, donc un bilan social individualisé, dématérialisé et mensuel, sur lequel finalement le collaborateur a la possibilité de voir et de suivre sa rémunération tous les mois. Et donc, ça va détailler l'ensemble de la rémunération, les avantages indirects, etc. Et ils vont avoir naturellement, en complément de cette outil, des entretiens spécifiques avec leur manager sur ce sujet. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit saut d'Internet de notre côté. Donc, je vous remets la présentation. Alors,
Donc, on a aussi cette autre bonne pratique du CNAV, donc qui est en secteur public, qui a mis en place un chatbot accessible à tous pour répondre à près de 500 thématiques sur les congés, la paie, les horaires, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont travaillé donc avec une startup qui s'appelle les Petits Bots et qui a permis en fait de soulager vraiment les gestionnaires de paie qui sont concentrés sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Et il y a toutes les questions, disons, un peu disons quotidiennes, mais qui sont pas des questions difficiles, qui en fait sont gérées par le chat. Donc ça peut être aussi intéressant pour justement permettre une vraie prise finalement en main de cette information par les collaborateurs. Donc, on a d'autres bonnes pratiques chez Shine, par exemple, qui travaillent dans le secteur bancaire, qui ont carrément mis un simulateur de salaire sur leur site Internet. Donc, on peut estimer son salaire en fonction d'un certain nombre de sujets, son métier, son niveau de poste, sa seniorité, etc. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant. Autre chose aussi, donc Figures que je mentionnais, met en place, alors là pour le coup c'est une solution, c'est leur business, et en fait ils sont une plateforme de gestion de la rémunération. Donc c'est assez intéressant si vous cherchez une solution sur ce point, ça peut être pas mal. Ensuite, donc ça, c'était le premier réflexe vraiment sur la partie communication. Mais au-delà de la communication, c'est vrai qu'il est important de concevoir quand même une rémunération dans un contexte global. Donc, c'est-à-dire il est compliqué de se contenter, entre guillemets, uniquement de communiquer sur ce que nous avons. Alors, donc on a d'abord la première chose, c'est la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un système de calibrage salarial. C'est-à-dire qu'on va avoir des dispositifs qui vont assurer plus de transparence, de cohérence, en prenant en compte différents contextes dans lesquels le collaborateur interagit. Ça peut être l'entreprise en tant que telle, ça peut être le marché de l'emploi, ça peut être la conjoncture économique. Donc, ça va être intéressant de calibrer cette rémunération. Par exemple, chez Kimberly-Clark, qui est dans le secteur du retail, ils ont mis en place un service au niveau européen de Comp and Bent, donc de Compensation and Benefits. Et en fait, ils vont aller mener des enquêtes annuelles pour vérifier l'alignement des rémunérations avec toutes les autres entreprises du secteur et ajuster leur grille de salaire en fonction. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on va aller calibrer cette rémunération. Autre chose aussi, on peut même aller plus loin que uniquement calibrer, on peut même associer les collaborateurs au processus de revalorisation salariale. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait aussi, ce qui joue sur cette problématique, ce sentiment d'inéquité, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est en dehors de notre pouvoir, qu'on ne peut pas agir finalement sur ce sujet. Donc si on les associe, ça peut permettre justement de changer un petit peu les mentalités sur ce point. Notamment ici, on a une entreprise que nous, on connaît très bien côté Great Place to Work, qui s'appelle Logiclever, qui travaille dans le secteur du conseil. Et en fait, chaque collaborateur va remplir son bilan annuel qui simule son éventuelle augmentation autour de 3 piliers qui sont extrêmement clairs. Donc, le taux de staffing, l'investissement au sein de l'entreprise et la satisfaction client. Et en fait, il va y avoir ensuite un jury des salaires composé de 4 personnes d'au moins 1 an d'ancienneté qui va étudier chaque cas via un fichier qui est public et qui est vraiment dédié à ce sujet. Ces membres de jury font un retour oral à chaque collaborateur sur les décisions prises et un deuxième tour peut avoir lieu en cas de désaccord. Et donc une fois que tout cela est fait, un retour d'expérience est effectué à la fin de la campagne et on nomme un prochain jury puisqu'effectivement les membres du jury doivent tourner. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment aussi de se responsabiliser en tant que collaborateur sur ce que l'on accorde à nos propres collègues et à nous-mêmes en fonction d'un certain nombre de critères co-construits par le collectif. Et donc, effectivement, on avait cette solution, donc la solution de Rosalie, qui tombe exactement dans ce sujet-là, c'est-à-dire vraiment repenser la rémunération dans un contexte global et notamment son accès. Alors, je ne sais pas si, Arbia, tu souhaites rentrer un petit peu dans ce détail ? En fait, je suivais un peu le chat des participants qui disaient justement qu'il y a un petit bruit, c'est pour ça que je me suis déplacée. J'espère que le son est meilleur maintenant et j'essaie de parler un peu plus fort. Alors oui, clairement, c'est exactement en fait ce qu'on apporte pour la première fois en Europe. C'est vraiment cette notion de salaire à la demande ou justement de flexibilité importante parce que pour nous, c'est ça l'outil d'émancipation financière, en tout cas des salariés d'abord, avant justement de les éduquer financièrement. Donner en fait ce pouvoir de te gérer leurs propres finances, leur propre salaire, qui est d'ailleurs l'origine en fait de leurs revenus et leur éviter en fait comme j'ai dit, ce recours en fait systématique à la banque. Donc
consommation qui constitue aujourd'hui une énorme dette et un grand problème en fait dans le pouvoir d'achat parce qu'on parle de à peu près 7 milliards d'agios payés par an, à peu près 20 milliards de taux d'intérêt sur des microcrédits. Donc imaginez en fait ces 27 milliards payés par les Français chaque année, pouvoir justement les remplacer par une autre alternative qui redistribue justement ce montant-là en pouvoir d'achat pour les Français. Et c'est ça en fait qu'on vient porter avec à la demande, qui est simplement l'acompte sur salaire, qui doit être vraiment instantané, gratuit, accessible de manière vraiment simple et décomplexée pour tout salarié, pour pouvoir justement gérer ses urgences, gérer justement ses dépenses imprévues dans le mois, sans avoir à recourir encore une fois à une dette qui va justement piétiner sur son reste à vivre en fait d'après. Donc concrètement, c'est quoi? Rosalie, en fait, c'est une application mobile que les salariés peuvent télécharger simplement sur leur propre smartphone, sur Apple Store, Google Store ou ceux qui ne veulent pas télécharger une application, qui leur permet de voir en fait en temps réel tous les jours leur salaire gagné tout le temps. Donc, par exemple, le 3 du mois, un salarié peut voir l'équivalent de 3 jours de travail net d'impôt. Le 10 du mois, il voit l'équivalent de 10 jours de travail. Et donc, à tout moment, pour n'importe quelle dépense imprévue ou quelle urgence, il peut demander n'importe quelle somme entre 0 et ce montant-là qui s'affiche. Donc, si c'est par exemple le 7 du mois et je vois que j'ai gagné jusqu'à 300 aujourd'hui, j'ai une dépense importante à faire, je sais pas, je suis chez Carrefour, je dois faire mes courses tout de suite ou faire le plein d'essence de ma voiture, ce qui est le cas de plein en fait de col bleu aujourd'hui, ou avancer des frais de santé, parce que ça c'est un énorme en fait cas d'usage chez nous. Il faut savoir qu'un Français en fait aujourd'hui sur 4 reporte en fait ses rendez-vous médicaux parce qu'il n'a pas en fait les moyens pour avancer en fait des frais de santé. Il n'y a pas le tiers payant en fait généralisé aujourd'hui, le temps que sa mutuelle et la sécurité sociale rembourse. Et donc aujourd'hui, je peux choisir ce montant-là. Je sais pas, je dois payer mon gastro-entérologue tout de suite 100 euros. Bah, je prends 100 euros, je clique sur faire cet acompte et je le reçois en 2 secondes sur mon compte bancaire. Donc l'instantanéité est notre vraiment innovation technologique la plus forte pour justement, comment dire, répondre en fait aux urgences des gens à n'importe quel moment, même un jour férié, sans vraiment attendre à chaque fois en fait la validation de son employeur. Donc la compte sur salaire d'abord est une obligation légale en France pour toutes les entreprises privées. C'est pas quelque chose qui a été inventé depuis le Covid, ça existe depuis longtemps. Le seul problème, c'est que ça pose une vraie complexité administrative pour les entreprises pour le gérer, une vraie avance de trésorerie en fait à faire, et que nous en fait on digitalise de A à Z pour l'entreprise, on avance nous-mêmes en fait le financement pour justement au lieu de cacher ce droit-là aux salariés, en fait le revendiquer comme un vrai bénéfice salarial, avantage salarial pour leur marque employeur, pour renforcer justement l'engagement de leurs salariés, pour renforcer justement voilà, comme on a dit tout à l'heure, c'est leur politique sociale et aussi du temps parce qu'on parle aussi de ROI pour l'entreprise en termes de productivité et en termes justement de gain de temps et d'argent. Et donc, on s'arrête absolument pas là parce que, comme expliqué tout à l'heure, si on s'arrêtait simplement la compte sur salaire ou le salaire à la demande, on contribue pas forcément très fortement, en tout cas à la santé financière, à part justement éviter en fait de la dette en fait aux salariés. C'est pour ça en fait que nous, en tant qu'entreprise à mission, labellisée Bicorp, on essaie d'aller beaucoup plus loin que ça avec un dispositif complet qui va aller jusqu'à l'éducation financière. Et dans l'éducation financière, nous on croit à tout ce qui est fonctionnalité concrète, pas de pédagogie. On avait beaucoup de contenu pédagogique en fait sur notre application, mais on voyait en fait que l'usage est très faible là-dessus parce que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment quelque chose d'actionnable, tout de suite, concrète, en fait, que leur apporte vraiment une réponse claire. Et donc, en fait, on a créé la première messagerie nationale, niveau national, qui permet à n'importe quel salarié de poser toutes sortes de questions sur l'argent, et sur ses problèmes d'argent ou ses problèmes de finances à des experts, donc en fait des conseillers financiers, des diplômés d'État en conseil en fait en éducation sociale et familiale, donc des assistantes sociales en quelque sorte mais diplômées, pour je sais pas parler de leurs problèmes de dette, leurs projets d'argent, leurs projets d'épargne, projets d'arrivée d'un enfant, départ à la retraite, etc. Cette charge en fait qui incombait avant à l'équipe RH et qui pour une raison et un process en fait complexe pour le salarié est très gênant, empêcher énormément de salariés à venir justement toquer la porte du RH pour
poser leurs questions. Et en général, quand ils le font, par exemple, pour prendre un rendez-vous avec une assistante sociale, en général, c'est très, très tardif parce que ils sont déjà en fait un crédit bancaire et très difficile de trouver une solution. Donc, nous, on vient vraiment dans ce côté prédictif à l'avance pour apporter justement des solutions concrètes aux gens. On a complété ça avec pas mal d'autres fonctionnalités, comme justement le simulateur d'aide ou mes projets. Donc, le simulateur d'aide, c'est un simulateur en fait qui permet à tous les salariés de voir toutes les aides pour lesquelles ils sont éligibles de manière personnalisée et individualisée. Donc, un questionnaire très simple d'1 minute, donc très vulgaire, très clair, où on a centralisé près de 1200 aides en fait au niveau national, régional, local, et qui leur permet très rapidement, en 1 minute, de voir toutes les aides pour lesquelles on est éligible, parce que je sais pas, je suis maman avec 2 enfants à charge, habitant le 92, je vois que j'ai en fait le droit à aide de la CAF, à telle aide de mobilité, à telle aide même de réparation d'un électroménager. D'ailleurs, on découvre que les salariés, en fait, découvrent à peu près entre 100 et 200 euros de pouvoir d'achat en plus grâce à des aides qui ne sont pas, en fait, aujourd'hui reconnues et surtout demandées. D'ailleurs, il y a un gros non-recours aujourd'hui, presque 30% de non-recours en France, ce qui équivalent à 10 milliards d'euros qui ne sont pas aujourd'hui demandés par les gens pour lesquels ils sont éligibles. Et donc ça, c'est du pouvoir d'achat. Et on va aller jusqu'à justement mes projets où on incite les gens à épargner, commencer à mettre de côté, comme le prélèvement à la source pour les taxes. Là, tu peux justement programmer, comme le prélèvement à la source, une certaine somme à mettre de côté pour tes projets d'avenir, les études de tes enfants, un départ en vacances. Et donc, en fait, on inverse justement l'expérience actuelle d'épargne en France pour la rendre beaucoup plus concrète, plus simple à l'avance et programmée de manière automatique pour permettre même à des cols bleus qui se voyaient jamais en fait sortir du rouge avant, leur montrer pas à pas avec Rosalie qu'ils peuvent justement sortir du rouge au bout du 2e, 3e du mois et ensuite commencer même à mettre de côté et construire vraiment une belle somme en fait à côté pour leur projet d'avenir. Et c'est comme ça qu'on apporte vraiment une aide concrète en fait de ce qu'on appelle éducation financière. Rosalie aujourd'hui à peu près est partenaire de plus de 300 en fait entreprises partout en France et en Europe et donc ça va de différents tailles, donc PME, ETI, grands groupes et justement vous pouvez voir énormément de use cases en fait qu'on a validé avec nos clients comme le groupe Bertrand dans la restauration, Bleu Libellule, Argidis, une filiale en fait de Total Energy, Disneyland Paris, etc. que vous pouvez justement voir sur notre site pour voir justement ce qu'on a apporté très rapidement en moins d'1 an sur justement la baisse de turnover parce qu'on baisse à peu près de moins 27% le turnover des entreprises, ce qui est énormissime parce qu'un coût de turnover aujourd'hui, c'est près de 14 000 euros par an pour un turnover, donc c'est un coût assez énorme. Vous le multipliez par justement ce qu'on diminue en apportant justement un avantage salarial aussi important en fait pour eux, c'est comme ça en fait qu'on contribue en termes de ROI pour l'entreprise et des économies très très importantes pour eux. En termes d'attractivité aussi, parce qu'on augmente de 20% l'attractivité des entreprises. Vous avez le job plateforme et vous cliquez Rosalie, vous allez voir les centaines, justement, par exemple, de fiches d'emploi qui citent salaire à la demande par Rosalie, comme vraiment un vrai avantage salarial qui attire énormément de la génération Z, la nouvelle génération, les jeunes et même, en tout cas, tous ceux qui cherchent, en tout cas, cette flexibilité qui va devenir, en tout cas, la norme demain. Et c'est comme ça, en fait, qu'on contribue à ce ROI-là pour, justement, rendre ça comme une obligation, justement, légale demain plus importante par les entreprises à leurs salariés, pas parce que justement bon seulement pour le salarié, mais parce que c'est bon pour la productivité de l'entreprise, sa marque employeur, la baisse de son turnover, son absentéisme, le gain de temps, etc. Donc c'est exactement peut-être Arbia, je me fais un peu timekeeper, mais effectivement, nous avons peut-être pour finir juste sur notre 3e réflexe, notre dernier réflexe, mais le 3e. Donc, premier réflexe, c'était vraiment cette communication. 2e réflexe, c'était de replacer la rémunération dans un contexte global. Et le 3e réflexe, effectivement, c'est d'inciter à la réduction des dépenses, puisque effectivement, on a ce niveau de vie arbitrable qu'il faut garder en tête. Et pour maintenir donc le pouvoir d'achat. Donc, en fait, là, c'est des sujets d'avantage en nature et de réduction des dépenses qui peut être vraiment important de prendre en considération. Notamment auprès des collaborateurs les plus vulnérables, donc ceux qui ont des dépenses d'alimentation, de mobilité, de logement qui pèsent le plus dans le budget. Et en fait, on se rend compte que ça a été en fait des solutions qui, à la base,
étaient plutôt perçues comme urbaines et qui en fait maintenant ont toute leur place en ruralité. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même encore du travail. Dans notre enquête Great Insight, on avait seulement 44% des salariés ruraux qui bénéficiaient d'avantages spécifiques versus 52% dans l'agglomération parisienne. Donc en fait, il y a un vrai sujet ici, finalement un vrai périmètre à aller adresser. D'autres choses aussi, d'autres chiffres à vous partager, hein, notamment sur la partie alimentaire. 61% des collaborateurs ont été obligés de limiter leurs dépenses de déjeuner en semaine à cause de l'inflation. Et ce constat est d'autant plus fort chez les salariés jeunes, entre 18 et 35 ans, et dans le privé. Donc effectivement, quelques bonnes pratiques peut-être à vous partager sur cette partie alimentaire. Ça peut être offrir des temps de restauration aux collaborateurs, hein. On a Guest Suite ou Allergon qui offrent régulièrement des petits déjeuners ou des buffets déjeuners à leurs collaborateurs. Ça peut être aussi de mettre en place un système de restauration d'entreprise sain et accessible. Donc Manutan, par exemple, qui propose des repas entièrement préparés sur place par un chef et des plats aussi cuisinés à emporter aussi pour les télétravailleurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et aussi de nouer des partenariats locaux pour bénéficier de conditions préférentielles. Notamment, on a Inet Pharma qui a accueilli plusieurs food trucks, donc qui étaient totalement locaux sur leur site pour avoir justement forcément une offre préférentielle et aussi une restauration diversifiée, originale pour leurs collaborateurs. Donc ce côté alimentaire, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Mais pas que, puisque Arbia le disait très justement, il y a aussi la voiture, il y a l'essence, et effectivement, 58% des Français ont réduit leurs déplacements à cause de l'inflation, et 77% ont évité d'utiliser leur voiture. Face à cela, quelques bonnes pratiques peut-être pour inspiration, c'est déjà de communiquer sur les dispositifs de remboursement des frais de transport domicile-travail. Alors, il y a le forfait mobilité durable qui existe. Alors, naturellement, c'est pas dans toutes les situations. Il y a des moments où on est vraiment obligé de prendre sa voiture, que c'est compliqué, mais il existe quand même des solutions au niveau de ce forfait, que ce soit sur le vélo, le covoiturage, etc. Enfin, il y a des choses quand même qui sont possibles et qui ne sont peut-être pas connues. Et aussi, effectivement, d'accompagner les collaborateurs vers cette mobilité durable pour réduire leurs frais de carburant. Alors, ça va être Utopie, par exemple, qui rembourse 100% l'abonnement Vélib et 50 € par an de réparation de vélo. On a Volvo qui met en place des navettes électriques entre son siège et la station de métro la plus proche. Manutan qui facilite aussi le covoiturage avec la plateforme Klaxit. Donc, alors, c'est pas forcément, il n'y a pas de baguette magique, hein, tout dépend de votre situation, de là où vous êtes au niveau du territoire, mais il existe quand même quelques bonnes pratiques que l'on peut garder en tête. Dernière chose qu'on souhaitait vous partager, c'est de se dire, est-ce que le télétravail est une bonne idée pour justement faire augmenter le pouvoir d'achat, le préserver? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, 56% des Français souhaitent faire plus de télétravail pour réduire leurs dépenses quotidiennes, donc les déplacements, les repas hors domicile, etc. Mais en fait, finalement, ce n'est pas aussi clair que ça, puisque 65% des répondants du baromètre Sophinscope ont eu à acheter des équipements informatiques pour télétravailler. 59% ont perçu une augmentation de leurs dépenses d'électricité, eau et gaz, 52% de leurs dépenses alimentaires et 50% de leurs dépenses de chauffage. Donc voilà, on souhaitait quand même mettre ça parce que même si on est tout à fait conscient que le télétravail n'adresse qu'une minorité de salariés en France, mais malgré tout, il y a quand même cette petite musique qui dit que le télétravail peut être une bonne idée pour le pouvoir d'achat. Il faut faire attention, ça peut être le cas s'il y a aussi une prise en charge, notamment par exemple des équipements informatiques par l'entreprise, s'il y a effectivement un partage aussi sur les dépenses électriques, Internet, etc. Enfin, voilà, ça ne se fait pas automatiquement. Donc voilà, il est 10h11. Je ne sais pas si vous avez des questions, si Arbia, tu as une dernière remarque à partager. En tout cas, peut-être une dernière chose, c'est que naturellement, ce support vous sera envoyé avec le replay pour que vous ayez toutes ces bonnes pratiques sous le coude en fonction de vos différentes problématiques. Donc, on regarde s'il y a quelques... Merci, Tiffaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Bon, pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas de questions. Bon, ben, écoutez, à ce moment-là, on peut partir comme ça. Ben, merci beaucoup, Arbia, pour ta présence, pour ton témoignage. Merci à chacun, à toutes et tous, pour votre participation aujourd'hui, en espérant que ça a pu vous éclairer, que ce soit sur l'état des lieux, mais aussi sur les réflexes à avoir et des bonnes pratiques qui, je l'espère, pourront vous être utiles pour la suite.
au niveau de vos différents enjeux. Donc, merci à vous. Passez une excellente journée, un excellent été. Et puis, à bientôt, j'espère. Merci, Arbia. Au revoir. Merci, Tiffany.